Excellent. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Alors, bienvenue donc pour cette conférence de presse qui a pour sujet le lancement de l'ouvrage La conservation volontaire au Québec en terre privée, résultats et perspectives de 1927 à 2021. Alors, on a 5 intervenants pour cette conférence. Alors, je vais céder rapidement la parole à Sylvain Perron, qui est président du réseau des milieux naturels protégés et qui également est l'auteur d'un ouvrage, Choisir l'environnement, aux éditions Somme Toute, et qui est également directeur du Conseil du bâtiment durable au Canada. Juste une petite précision logistique, c'est vos micros sont désactivés. Donc, on va faire dans une première demi-heure, on va écouter les différents intervenants et par la suite, vous aurez entre 20 à 30 minutes de questions. Donc, pour cela, il suffira de lever la main pour pouvoir parler. Donc, Sylvain, je te cède la parole pour présenter nos 4 autres intervenants. Merci beaucoup, Lise. Merci beaucoup. Vous savez, pour nous, c'est toujours une fierté. Le portrait de la conservation, wow, c'est un gros ouvrage pour nous. Rapidement, le RMN, c'est quoi? En 1993, on a créé le réseau des milieux naturels protégés. On regroupe environ 70 membres, dont la majorité sont des organismes de conservation. On a pour mission de faire la promotion de la conservation des milieux naturels en terre privée. On s'assure également que les priorités associées à la conservation soient diffusées et comprises et pour que celles-ci atteignent des hauts niveaux de priorité. Nous formons, et surtout, en fait, nous formons également les organismes de conservation afin d'atteindre des plus hauts standards. On participe également au processus d'aménagement du territoire et contribuons à faire connaître les moyens de conservation auprès des différentes instances. Nous assistons également les personnes intéressées par la conservation et nous participons au développement de programmes d'aide. On a donc pour objectif de protéger l'environnement pour le bénéfice de tous en soutenant et encourageant la conservation volontaire des milieux naturels partout au Québec. Le RMN, c'est quoi? C'est 1367 sites protégés qui regroupent environ 66 000 hectares partout au Québec, et ce, grâce à nos membres qui sont avec nous. Et en fait, on est également l'organisme qui recense la conservation en terre privée partout au Québec grâce à notre outil appelé le répertoire que vous pouvez retrouver sur notre site Internet. En fait, et pour finir, en fait, aujourd'hui, on lance le portrait de la conservation ici au Québec. C'est vraiment toujours une grande excitation pour nous. Donc voilà, je suis très excité. On a avec nous beaucoup d'intervenants qui vont pouvoir tous nous expliquer tout ça. Prochaine. Donc, on a Delphine Favorel qui est avec nous, qui est consultante en conservation et en géomatique. On a Nadine Brière, mairesse de Sainte-Adèle jusqu'au 7 novembre, n'est-ce pas? Voilà. On a également Brice Caillé, qui est directeur général par intérim du réseau des milieux naturels protégés. Et voilà, on a également Louise Graton, consultante en conservation volontaire, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous, mais qui a participé fortement à cette édition du portrait de la conservation au Québec. Voilà. Merci beaucoup, Louise. Et tout le monde. Merci pour ce travail énorme. Delphine, à ton tour. Bonjour, merci Sylvain pour ton enthousiasme. C'est au moins on partage. Donc moi, je vais juste vous présenter rapidement l'ouvrage et les enjeux et aussi le répertoire qui a été la ressource clé en fait qui a permis de monter cet ouvrage. Lise. Donc ça c'est l'ouvrage, belle couverture, puis vous aurez l'occasion de le feuilleter. Donc en fait, le Québec, pour vous présenter rapidement, vous savez que le Québec avait adhéré aux objectifs d'Aichi, dont l'objectif 11 en fait qui stipulait que 17% du territoire en terrestre devait être protégé d'ici la fin 2020. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même atteint cet objectif fin 2020. Toutefois, quand on regarde un petit peu au niveau plus qualitatif, on s'aperçoit que il y a quand même un débalancement entre le nord et le sud. Donc, on a 19% du territoire du plan nord qui est protégé et au sud, c'est seulement 9% du territoire qui a été protégé. Pourtant, c'est là où on retrouve la plus grande biodiversité. Puis c'est là aussi où il y a les plus grands enjeux. Puis ce pourcentage, ce faible pourcentage est
principalement dû en partie à la teneur du territoire, qui a une forte proportion de terres privées. Puis en terres privées, ça limite les capacités d'action du gouvernement pour la mise en place d'aires protégées. Donc en fait, une des réponses qui existent, en fait, c'est la conservation volontaire, qui permet de conserver des milieux naturels en terre privée, donc proches de la population et via des mécanismes issus pour la plupart du Code civil par rapport au contexte plus législatif en terre publique. Ce sont des initiatives, en fait on parle de volontaires car c'est issu de la volonté des acteurs, c'est souvent des citoyens à proximité de leur milieu de vie qui mettent en place ces initiatives et ils sont aussi à l'initiative de la formation de la plupart des groupes de conservation aujourd'hui au Québec. Comme ces initiatives sont autonomes en fait, donc c'est-à-dire qu'elles ne relèvent pas du gouvernement et qu'elles sont aussi dispersées sur le territoire, elles ont été très peu documentées. Et en fait, donc on n'avait pas de vision, pas de portrait de l'état des lieux en fait de la conservation volontaire au Québec. Puis l'enjeu, ça a été de pouvoir dresser un portrait pour avoir une meilleure compréhension à la fois spatiale, donc où il se situe, puis temporelle aussi, depuis quand ça existe, quelle est la progression sur le territoire en terre privée. L'outil qui nous a permis de faire ça, c'est le répertoire des sites de conservation volontaire, donc qui permet de centraliser l'information. C'est une base de données en fait spatiale et statistique. Puis ces données-là sont essentielles en fait pour mieux guider aussi la prise de décision pour l'aménagement du territoire. Et aussi, ça nous permet aussi de relever un peu où sont les hotspots, si on veut aussi qu'il y a beaucoup de conservation volontaire, mais aussi où peut-être il n'y en a pas encore, il n'y en a pas assez. Donc, à la fin de l'année 2020, il y avait plus de 1300 sites qui avaient été recensés, ce qui correspond quand même à 66 000 hectares. Donc, ça quand même dénote l'ampleur, la force du mouvement à travers la province. Lise, tu peux passer. Donc ici, je vais vous présenter juste deux principaux résultats. Vous pourrez consulter les autres dans le document joint. Donc grâce aux données qu'on a recueillies puis l'analyse qu'on a faite des données, donc on peut voir que donc notre premier site était en 1927, c'est les îles Razades. Et ensuite, on voit qu'il y a une progression un peu timide jusqu'à l'envolée, si on peut dire, en 2000. En fait, en 2000, ça a commencé à prendre son élan et à progresser de façon assez significative annuellement. En fait, ça, c'est principalement dû aussi, d'une part, la mise en place de programmes financiers. Aussi la création de groupes de conservation. Initialement, il y avait peu de groupes, puis progressivement, les groupes se sont formés. Il y a eu de la professionnalisation de ces groupes-là également. Donc, c'est un mouvement, en fait, qui a fait un peu un effet boule de neige, un effet levier au Québec. Les régions les plus actives au Québec, c'est principalement l'Estrie et la Montérégie. On peut un peu expliquer ça en partie. L'Estrie, un peu avec la culture anglo-saxonne de préservation des paysages qui est assez présente. Et au niveau de la diversité des acteurs, donc la pointe de tarte ou camembert qu'on voit à droite, en fait, on voit que principalement, c'est les organismes de conservation et les fiducies qui sont des acteurs importants de ce mouvement, mais également quand même des particuliers, des MRC, des municipalités et d'autres acteurs. Parmi ces autres acteurs, on compte des universités, puis des entreprises, d'autres OBNL également. Donc, on voit que c'est un mouvement qui s'est diversifié également au cours du temps, puis qui s'est diversifié. Puis à ce propos des organismes de conservation, pour nous faire un petit historique, normalement, c'était Madame Louise Gratton. Est-ce que Louise est arrivée? Elle vient d'arriver. Ah. Elle vient d'arriver. Je vois son écran. Bon, ma transition est parfaite. On va lui donner un moment pour qu'elle s'installe. Louise, si tu peux ouvrir ton micro et ta caméra, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Delphine, en tout cas. Louise, est-ce que tu nous entends? Oui, bienvenue, Louise. Ah, ton micro n'est pas encore activé, ou maintenant c'est bon. Désolée. Fait que Delphine venait de nous présenter un peu le portrait, puis t'es arrivé en fait exactement quand ça allait être à toi de nous parler d'historique, et fait que je te cède la parole.
OK, excusez-moi tout le monde, j'étais tellement pris à vérifier les faits de mon historique que j'ai passé tout droit. Alors, j'y vais. Alors, le portrait l'indique. La première organisation à acquérir des territoires pour protéger, c'est en 1927 et c'est la Société provenchée d'histoire naturelle qui fait l'acquisition d'îles dans le Saint-Laurent. On ne parlait pas à l'époque de conservation volontaire, mais tout simplement, on faisait l'acquisition de terrain pour protéger les oiseaux. D'autres organismes aussi, dont ce n'était pas la mission première, emboîteront le pas au cours des années. Et souvent, l'objectif était de protéger les habitats de la faune aviaire. Alors, on peut dire que ce sont les précurseurs de la conservation volontaire. Mais au Québec, le vrai phénomène de conservation volontaire ou land stewardship, d'ailleurs, au début, on avait traduit littéralement là, intendance des terres privées, mais le mot consacré est devenu conservation volontaire. Ce land stewardship était déjà bien développé au Canada anglais et chez nos voisins américains. Alors, ça commence bien discrètement au Québec, alors qu'à la fin des années 1970, deux grandes organisations canadiennes, Conservation de la Nature Canada et Canards Illimité, étendent leurs activités au Québec. Ils demeurent encore aujourd'hui, on peut dire, les grands frères de la conservation sur le territoire québécois. Il va falloir attendre vers la deuxième moitié des années 80 pour que ça amorce le véritable essor de la conservation volontaire avec la création de fiducies foncières en Estrie et en Montérégie. On pense entre autres à la fiducie foncière de la vallée Ruther, la fiducie foncière du Mont-Pinac, la Fondation des terres du Lac-Brome. Comme vous vous doutez, sont à peu près tous dans la même région et se sont influencés mutuellement pour se créer. Mais ils vont inspirer aussi des citoyens de partout au Québec. Alors, dans leur foulée, on va voir ce mouvement se répandre et des organismes de conservation apparaître un peu partout au Québec, habité, surtout dans le Québec habité où le besoin se fait le plus rarement sentir, de l'Outaouais, Chelsea, en passant par Sainte-Adèle dans les Laurentides, l'île verte dans le fleuve, jusqu'aux îles de la Madeleine. Dans les années 2000 aussi, il y a un nouveau phénomène qui se produit, des organisations, aussi des gens, animés par une vision d'un réseau d'aires protégées bien connectés par des corridors, décident de se regrouper en organismes d'envergure plus régionale. Alors, ces organismes vont voir le jour parce qu'ils ont une vision plus élargie que la protection de sites particuliers. Ils pensent réseau. Alors, ça va être le corridor appellachien dans les montagnes vertes, Nature Action Québec, qui existait déjà et qui faisait toutes sortes d'autres activités relatives à l'environnement, va aussi s'investir principalement en Montérégie et plus récemment dans le nord de Montréal, à Trois-Rivières, un peu partout dans le sud du Québec. Il va être suivi d'Éco-Corridor Laurentien qui est plus récent. Et maintenant, on a là, dans toutes les dernières années des organismes de ce type-là comme Nature Avenir dans le centre du Québec. On a Horizon Nature Bas-Saint-Laurent dans la région du même nom et tout récemment dans la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, l'organisme Capital Nature qui est en train de se créer et de développer son premier plan stratégique. À leur tour, ces organismes régionaux-là vont se porter acquéreurs de milieux naturels, mais aussi ils vont remplir un rôle très important. Ils vont venir supporter des plus petits organismes, plus locaux, qui peuvent contribuer à leur vision plus globale du territoire. Et ils vont aider ces petits organismes-là dans le déploiement de leurs propres actions de conservation. Et phénomène relativement récent, ils vont aussi s'associer avec des municipalités qui sont de plus en plus nombreuses à se prévaloir de l'expertise des organismes de conservation pour mener à terme leur propre projet de conservation pour le bénéfice et le bien-être de leurs citoyens.
Et ces organismes-là sont aujourd'hui au nombre d'un peu plus de 70, près de la moitié pour lesquels j'ai eu le plaisir de collaborer. Alors, je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de parler de l'historique, en plus de mes cheveux blancs. Certains sont dotés d'équipes multidisciplinaires dont la grande majorité sont portées, mais la grande majorité sont portées par des petits groupes de bénévoles. Alors ça, c'est important de retenir ça. C'est surtout important de retenir que tous ces gens, qu'ils soient bénévoles ou employés de ces organismes, sont des passionnés de nature qui, toujours aussi discrètement, je dirais, se sont donnés comme une mission complexe à acquérir, mais qui est pourtant toute simple à décrire, de protéger des milieux naturels à perpétuité. Merci. Merci, Louise, pour ce portrait de la conservation. On a la chance d'avoir avec nous Nadine Briand, en fait, qui est mairesse de Sainte-Adèle. On voulait avoir un point de vue des municipalités. Donc, Nadine, à toi la parole. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Oui, vous voulez mettre l'emphase sur l'importance des municipalités, puis je l'ai mentionné lors de notre rencontre la semaine dernière. Oui, il y a l'importance de la vision politique, mais en arrière de ça, les municipalités ne pourraient pas faire autant, même avec une vision politique, sans l'implication de plusieurs intervenants, de plusieurs organismes. Moi, j'en ai été bien consciente lorsque la ville ici, on a souhaité créer le Mont-Loup-Garou. Nous, ici à Sainte-Adèle, on a une forte pression immobilière depuis quelques années. C'était un peu la crainte du conseil municipal. Donc, on a décidé de s'impliquer en pouvant acheter des terres privées et pouvoir les mettre en termes de conservation, utilisation de plein air pour les générations futures également. Le parcours a été ardu, je vous dirais, n'a pas été si simple que ça. Mais sans l'aide des organismes, ici à Sainte-Adèle, nous avons la Société de protection foncière avec laquelle on a travaillé très fort, mais sans l'aide de plusieurs organismes, ce projet-là n'aurait pas pu voir le jour parce que malheureusement, au sein du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral, les programmes pour faire l'acquisition de terre en termes de protection n'existent pas. Les programmes sont seulement pour des terres qui sont déjà acquises, les développer. Bref, c'est très, très, très difficile là, pour une ville de vouloir s'impliquer financièrement avec l'aide du gouvernement. Donc, il faut vraiment avoir une vision politique à ce niveau-là. Et le parc du Mont-Loup-Garou, ça a été un projet de la communauté parce que c'est bien beau avoir la vision politique, mais sans avoir l'appui des citoyens, l'appui des organismes de notre municipalité, ce projet-là n'aurait pas pu voir le jour. Parce que naturellement, comme dans n'importe quel projet, il y a toujours des opposants. Et même pour des projets aussi magnifiques que l'acquisition de terre, il y avait de l'opposition ici à Sainte-Adèle. Donc, la vision politique est importante et il faut savoir se tenir en politique également pour garder ces convictions-là et garder garder en tête que c'est important de faire des acquisitions pour les générations futures. J'ai donné la semaine dernière l'exemple de la mairesse, Mme Rochon, ici à Piémont, qui est une ville voisine à nous. Mme Rochon travaillait pour la MRC des Laurentides. Elle était au niveau de l'environnement à la MRC des Laurentides. Et à un certain moment, elle s'est tannée comme employée de parler avec le politique et de voir aucun changement. Donc, Mme Rochon est maintenant rendue mairesse de sa municipalité. Elle a délaissé un poste de fonctionnaire à la MRC des Laurentides parce qu'elle croit au mouvement politique qu'il peut avoir en termes de conservation. Et Mme Rochon, depuis, elle est maintenant à son deuxième mandat puisqu'elle a été élue par acclamation dans les dernières semaines. Mais Mme Rochon, depuis le début de son premier mandat, fait l'acquisition de plusieurs terres et qui sont entièrement dédiées à la conservation. Donc, il n'y a vraiment même pas de plein air sur les terres en question. Ce n'est que pour la conservation. Je pense que le mouvement politique qu'on voit depuis 2017, là, un peu plus chez nous dans les Laurentides, a tendance à prendre de l'expansion. J'espère que
les élections que nous allons avoir là, le 7 novembre prochain vont démontrer encore cette implication-là politique afin de voir encore dans le futur des municipalités s'impliquer au niveau de l'acquisition de terres pour la protection de celles-ci. On le voyait un peu plus tôt dans les statistiques, c'est 14% des terres qui sont vraiment privées et seulement 13% qui sont de propriété des MRC, des municipalités. Et le pourcentage devrait être, selon moi, au moins du double. Là. Il faut réellement avoir une implication politique à ce niveau-là parce que sinon, on risque réellement de manquer le bateau, excusez-moi l'expression, mais on risque réellement de manquer le bateau puis de se réveiller vraiment trop tard dans quelques années. Ici, à Sainte-Adèle, on a eu cette implication-là, mais j'espère que les gens qui vont me succéder vont être en mesure également d'avoir cette même vision, puis j'espère qu'à travers le Québec également. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nadine, en espérant que votre message portera. Brice, à toi la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadine. Merci beaucoup, Louise, Sylvain, puis Delphine aussi, là, d'être intervenue avant moi. Donc, ce qu'on voulait montrer avec ce document-là, c'était vraiment rappeler, poser les bases, mais que la conservation volontaire, si elle est principalement faite d'organismes de conservation qui ont réussi à se professionnaliser, puis à mettre en place des ressources pour faire l'acquisition, puis protéger le territoire, c'est avant tout un mouvement citoyen. Louise a rappelé un peu les derniers organismes en cours de création. C'est vraiment un mouvement vivant. Là, je peux vous dire qu'il y a un organisme aussi, si le dernier en date, c'est Capital Nature en 2020, il y a un organisme qui est en cours de création dans la grande région de Montréal. Donc c'est quelque chose qui évolue, qui va vraiment être né d'initiatives citoyennes, puis qui peut évoluer s'il y a un manque, qu'on veut protéger le territoire à un endroit où personne ne peut le faire. On peut créer son organisme, c'est vraiment important de garder ça en tête. On a pu le voir aussi, puis c'est pour ça que Madame Brière est avec nous aujourd'hui, là, c'est que les municipalités vont être vraiment importantes, puis on le voit dans les différentes discussions qu'on peut avoir, dans les formations qu'on organise, qu'on a de plus en plus de municipalités qui sont impliquées, que ce soit l'exemple du Mont-le-Garou, à Sainte-Adèle, du Centre de la Nature du Mont-Saint-Hilaire, qui travaille main dans la main avec la municipalité de Mont-Saint-Hilaire, ou encore Madame, j'ai oublié son nom, je m'excuse, à Piémont, Madame Rochon, je pense. C'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus, puis qu'on veut voir se développer. Les gouvernements aussi, tout le monde, on voit vraiment, ça c'est encourageant, les gouvernements, on a vu ces dernières années des investissements historiques, là, avec le PPMN par exemple au niveau du provincial. On a le programme des dons écologiques aussi qui permet d'encourager les propriétaires terriens à donner leur terrain pour les conserver. Et vraiment, ce qu'on veut mettre en avant, en fait, c'est que pour atteindre les objectifs communs, ça va être indispensable de collaborer encore davantage, puis que tout le monde travaille ensemble main dans la main. On peut penser par exemple aux organismes de conservation qui font des plans stratégiques pour identifier les corridors, les endroits les plus importants à protéger pour des questions de connectivité et de maintien de la biodiversité. Il faudrait que ça se retrouve dans les plans de conservation, par exemple des municipalités ou dans les schémas d'aménagement des MRC, et d'intégrer aussi les perspectives et les points de vue de ces acteurs-là, parce que peut-être qu'il y a des raisons pour une municipalité qui font qu'elle ne pourra pas conserver un terrain, ou que c'est plus intéressant de le développer et de protéger d'autres secteurs, mais vraiment que tous ces acteurs se parlent et puissent en fait travailler vraiment en commun dans une vision commune. Ça va être vraiment indispensable de poursuivre ces efforts et de collaborer davantage, que ce soit pour la protection de la biodiversité ou limiter le réchauffement climatique. On parle beaucoup de l'atteinte de 30% du territoire protégé en 2030. C'est certain que la conservation volontaire, c'est pas elle qui nous permettra d'atteindre ces chiffres, puisqu'on n'a que 8% du territoire québécois qui est de tenure privée, fait que même si on protégeait tout ça, on ne pourrait pas atteindre plus que 8% du territoire protégé, puis on n'aurait plus nulle part où habiter. Par contre, on voit beaucoup actuellement, là, c'est de maintenir des milieux de vie de qualité et résilients, que ce soit pour la sécurité civile, le maintien de la biodiversité ou tout simplement la santé mentale. On a vu l'attrait et le besoin de nature à la sortie de la pandémie, ou en tout cas du premier confinement, de la population qui avait vraiment besoin de se rendre dans la nature. Et c'est là où la conservation volontaire a vraiment un rôle à jouer, c'est pour créer et maintenir des milieux naturels protégés de proximité où les gens vont pouvoir se rendre facilement. L'OMS recommande d'avoir accès à un milieu naturel ou un espace vert à moins de 300 mètres de chez soi. Et donc, c'est un peu aussi pour ça qu'on a choisi de sortir ce portrait. En fait, en ce moment, on est au sortir de la COP 15
qui parlait de la biodiversité. Il y a la COP26 qui commence la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je pense, qui va parler des changements climatiques. Puis, c'est ça, dans la COP15, là, dans la déclaration de Kunming, ils ont entériné le concept de civilisation écologique. C'est vraiment là, je pense, où on doit se rendre et que la SNUA, donc la Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire, doit considérer pleinement. Là, on doit vraiment créer des milieux de vie complets basés sur l'environnement. Toutes nos décisions doivent être basées là-dessus, puisque la société humaine, comme n'importe quelle espèce faunique ou végétale, dépend de l'environnement. Toute notre économie est basée là-dessus. Donc, de vraiment replacer l'environnement au cœur de notre aménagement du territoire, ça va être la base. Puis on est complètement d'accord avec la vision de la SNUA qui prône en fait cette vision-là, fait qu'on espère vraiment que ce portrait va permettre à tous les acteurs impliqués dans l'aménagement du territoire, en terre privée en particulier, de comprendre ces principes, d'avoir une référence pour pouvoir tous aller dans la même direction et puis développer un Québec qui soit plus viable et plus adapté au changement climatique dans le cadre de la SNUAT. Donc, merci encore une fois à tous ceux qui sont intervenus ou qui ont participé à la rédaction de ce document. Puis, merci à vous d'avoir participé à cette conférence aujourd'hui. Merci, merci Brice. Donc, est-ce que nous sommes rendus à la période de questions? Nous sommes effectivement rendus à la période de questions et je ne vois point de main levée pour l'instant. Alors, j'invite tout le monde à lever la main pour poser une question potentielle. Il y a 2 options pour poser les questions, soit via le paramètre questions, vous pouvez les inscrire et les adresser à une personne. On va les transférer de vive voix à nos intervenants qui peuvent revenir avec nous d'ailleurs. Sinon, vous pouvez, à côté de votre nom, vous pouvez utiliser la fonction lever la main, qui est une petite main, et ça va vous permettre que je puisse vous autoriser l'ouverture de vos micros. Alors sinon, peut-être, moi, j'aurais une question par rapport, on parle du réseau des milieux naturels protégés au Québec, et est-ce que le mouvement de cette conservation volontaire est plus vaste que le Québec? Comment ça se configure au Canada? Louise. Oui, Louise. Alors, le micro n'est pas activé, Louise. Voyons. Alors, je peux répondre à cette question-là. En fait, le Québec était un peu, je disais que ça commençait un peu partout au Canada et même aux États-Unis dans les années 30. Hein. Par exemple, aux États-Unis, l'organisme The Nature Conservancy, qui est le parallèle de Conservation de la Nature Canada, mais les deux sont complètement indépendants, a été créé dans les années 30 également. Alors, ça a tout commencé à peu près à cette période-là. Mais dans le Canada anglais et dans chez nos voisins américains, ça a pris rapidement beaucoup d'ampleur et en fait, on compte au-dessus de 2000 organisations au sud chez les Américains. C'est un phénomène aussi qui existe en Europe. Donc, on pourrait plutôt dire que c'est le Canada qui a pris, le Québec qui a pris du temps à se développer dans ce sens-là. C'était vraiment quelque chose de bien ancré dans la culture anglophone. Mais là, on voit très bien au Québec que les gens ont réalisé qu'ils pouvaient faire quelque chose eux autres mêmes pour protéger des milieux naturels. Et c'est ça la beauté. Et puis moi, je vois en tout cas, surtout dans les années qui viennent, ce mouvement-là se multiplier. Oui, il y a une alliance aussi, peut-être Brice ou Sylvain, vous pouvez en dire quelques mots? Brice. Je peux en parler ça aussi, si vous voulez. Il y a longtemps eu, en fait, il y a aux États-Unis, la Land Trust Alliance. Il y en a eu un au Canada pendant des années qui a un peu,
qui a un peu presque failli à la tâche et qui a été relancé. Et toutes les, il y a quelques années, et tous ces alliances, cette alliance-là, il y en a une canadienne maintenant qui a été relancée, dans lequel fait partie, entre autres, le réseau des milieux naturels protégés. Et ces alliances-là permettent de partager des expériences, d'identifier des standards, de travailler ensemble auprès du gouvernement fédéral pour faire avancer plusieurs dossiers qu'ils ont en commun, même si le Québec se distingue un peu avec un cadre légal qui est différent du reste du Canada. Il reste que nos ambitions de protéger nos milieux naturels sont les mêmes et puis que les standards et l'éthique derrière ces pratiques-là sont définis et encadrés par l'ensemble des organismes canadiens. Merci beaucoup, Louise, qui est la mémoire de la Bible de la conservation volontaire. Sinon, peut-être il n'y a toujours pas de questions parmi les participants. Peut-être quels sont pour vous, dans la décennie à venir, les défis principaux de la conservation volontaire en relation à vos domaines d'expertise propres? Je vais intervenir là-dessus. En fait, dans le fond, là, on va rentrer dans la décennie de la restauration au niveau international. Et au niveau de la restauration, ce qui va être important, je pense, de regarder, c'est que restaurer, ça va être très important. C'est vraiment, faut le faire. On a besoin d'arriver à zéro perte nette. Mais si c'est restauré pour que ça soit détruit 5, 10, 15, 20 ans après, finalement, le bénéfice de ces efforts, il va être un peu atténué. Et donc, il va vraiment falloir se pencher, je pense, pour que quelque chose ou un milieu qui soit restauré soit conservé aussi et qu'on puisse assurer sa protection en fait à perpétuité pour garantir et pérenniser finalement les efforts qui vont avoir été faits dans ce secteur-là. Donc, il va falloir restaurer de manière efficace et cohérente avec les espèces qui peuvent être présentes à proximité et bénéficier de cet écosystème, mais surtout garantir que les milieux restaurés seront pérennes dans le temps. Pour la conservation volontaire, c'est un des principaux défis. Je te laisse, Louise. Oui, j'irais même en amont de ça. C'est la restauration, à mon avis, dans certains cas, ça va être essentiel. Si on parle surtout de connectivité, entre autres en Montérégie, la majorité des milieux naturels dans bien des MRC sont complètement isolés. Il reste encore, quand je regarde les cartes, moi, je vois le potentiel de restauration pour reconnecter ces milieux-là. Donc, c'est encore faisable, mais le temps presse, comme disait Madame Briard. Mais il faut se rappeler que pour moi, la restauration, même si c'est le dernier recours, on est rendu là, c'est la mode. Il ne faut pas que ça devienne une caution pour détruire des milieux naturels parce qu'on va les restaurer. Moi, c'est réparer les erreurs du passé pour moi, la restauration. C'est pas pour encourager le remplacement de milieux naturels qui ne sont pas des endroits qui nous font, des endroits qui nous dérangent, qui rentrent en conflit avec certains de nos projets. Alors, ça, c'est vraiment important parce que la restauration, ça va prendre, tout le monde est capable, par exemple, de recréer un étang avec de la verdure. Est-ce que c'est vraiment un milieu humide fonctionnel? C'est une autre histoire. Donc, c'est vraiment important de protéger les milieux naturels et que la restauration vienne pour corriger des erreurs du passé. Et comme dit Brice, effectivement, que ça devienne, la minute qu'on investit pour restaurer, que ça devienne des milieux qui sont protégés pour toujours. Merci beaucoup, Louise. Moi, si je peux intervenir, j'aime beaucoup tous vos commentaires, mais je pense que malheureusement, en politique municipale, on est un gouvernement de proximité. Donc, ce qui arrive très souvent, c'est que la pression est réellement mise sur les élus municipaux et ça ne devrait pas être le cas. Je pense que les différents paliers de gouvernement devraient s'impliquer également dans les milieux de conservation
Et quand on parle de développement immobilier, le gouvernement du Québec devrait interagir aussi avec les municipalités. Ce n'est pas aux élus municipaux de toujours avoir cette pression-là d'exiger aux promoteurs immobiliers d'avoir un pourcentage de conservation. Parce que ça devient à la limite quelquefois aléatoire pour des élus municipaux qui n'ont pas cette pensée-là de vouloir conserver. On le voit par les grandes municipalités. Et maintenant, on le réalise dans les Laurentides, chez nous, davantage avec la pandémie, le boom immobilier. Chez nous, à Sainte-Adèle, c'est plus de 20 promoteurs immobiliers qui ont déposé des gros projets dans la dernière année. Cette pression-là, elle est énorme chez les élus parce que la réglementation n'a pas suivi, bien entendu. Et je vous dirais que le gouvernement du Québec a créé des MRC il y a plusieurs années, mais en a pas pris soin également. Donc, vouloir créer des organismes juste pour le plaisir, ça devient lourd à gérer. Nous, dans le cas présent, notre MRC des Pays d'en haut a fait du zèle avec le schéma d'aménagement. On parle d'un schéma d'aménagement qui est désuet, qui date de 2005 et qui aurait dû être revu, ça fait longtemps, mais le gouvernement du Québec n'ayant pas mis de pression sur ce schéma-là, on est aux prises aujourd'hui avec des problématiques qui vont avoir des très grandes répercussions. Et ce n'est qu'à petite échelle ici dans les Laurentides, mais je suis certaine que c'est un peu partout au Québec pour les élus vouloir penser à la conservation et par la même occasion penser d'avoir un budget quand les citoyens nous demandent d'avoir 0 augmentation de taxes. Ça devient un peu utopique, là. Donc, je pense que les différents paliers de gouvernement doivent s'asseoir ensemble et essayer de travailler en commun parce que juste demander un 10% en fonds de parc, ce n'est toujours pas suffisant selon moi en 2021. Et Québec ne nous aide pas du tout dans cette réglementation-là. Je suis dure ce matin avec les différents élus, mais si le politique ne suit pas, ça ne pourra pas toujours être des particuliers et des bénévoles qui vont aider à cette grande cause-là, selon moi. Vous avez parfaitement raison. On a fait un mémoire sur la stratégie nationale sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Et ce que vous venez de dire, ce mémoire-là qui a été produit par Nature Québec et le Réseau des milieux naturels protégés, ce que vous venez de dire, chacun des points que vous avez mentionnés est mentionné comme une recommandation dans la stratégie que le gouvernement devrait mettre en œuvre le plus rapidement possible. Alors, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Merci beaucoup, Madame Nadine Brière. Il y a aussi peut-être vous en parliez un peu dans un autre débat, il y a aussi ce dilemme entre la prise en compte du citoyen et la défense de la nature. Parfois, il y a des contradictions. En défendant des milieux naturels, parfois ça peut être au détriment des citoyens. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu ce sens, le défi que représente la conservation volontaire avec cet enjeu-là? La question s'adresse à moi ou à Mme Gratton? Ou à vous. En tant que quand on est maire. Le grand défi pour nous à Sainte-Adèle a été que le parc du Mont-Loup-Garou, c'est pas fait sans embûches, comme je le disais. Pas nécessairement des embûches financières, mais il y avait également, parce que chez nous, le parc du Mont-Loup-Garou, on parle de 788 arcs qui est dédié, oui, à la conservation parce qu'on a 2 lacs importants dans le parc, mais également un réseau de sentiers, un réseau qui a pris une importance beaucoup plus qu'on ne pensait pas avant la pandémie. Sainte-Adèle a toujours été fortement sollicitée pour le réseau de ski de fond, randonnée pédestre, raclette, vélo de montagne, mais avec la pandémie, ça a pris une ampleur réellement différente. Donc, on a été envahis et c'est tant mieux, les gens profitent de la forêt, on est contents. Malheureusement, les citoyens alentours ont été très déçus de cet achalandage-là. À un tel point que je pense qu'il y a des gens qui auraient préféré que ces terres-là soient vendues pour faire des maisons unifamiliales et des condos, parce que pour eux, ces constructions-là, ce serait fait juste dans quelques années. Donc, mais pour eux autres, l'impact, il est direct de voir des voitures passer devant leur maison parce que les terres sont protégées maintenant.
ça fait moins leur bonheur. Donc, on peut voir qu'encore une fois, même si on crée des parcs, on conserve des terres et on veut que les gens puissent aller se promener en forêt, ça fait pas le bonheur de tout le monde et ce n'est pas tout le temps juste à cause du financier, mais bien parce que c'est souvent en politique, on dit on veut tous les projets, mais pas dans ma cour. Eh bien, c'est même au niveau de la conservation, c'est quand même incroyable, là. Si je peux me permettre de rebondir sur ce qui vient d'être dit là, qui est très très pertinent et très très vrai, ça souligne encore plus en fait l'importance de multiplier ces initiatives-là pour permettre justement, parce qu'il y a la question évidemment de protection de la biodiversité, on l'a vu avec le parc national de la Mauricie ou des parcs de la CEPAC là, qui ont connu des gros problèmes d'achalandage finalement au sortir de la pandémie, puis même encore cet été il me semble. Fait que là, avec un nouveau parc comme ça, ben, forcément le même problème se produit pour le parc du Mont-Loup-Garou. Fait que c'est vraiment pour ça aussi que ça va être important de multiplier ces initiatives et d'en créer et de les disséminer pour justement permettre à la population d'y avoir accès sans créer un entonnoir finalement parce que tout le monde va se rendre aux mêmes quelques hotspots de conservation ou en tout cas de récréation aussi au milieu naturel. Et donc c'est là où la conservation volontaire prend vraiment son sens parce qu'on va pouvoir créer des milieux à proximité, à côté de chez les gens, pour qu'ils puissent s'y rendre. Les grandes aires protégées en terre publique, ben, c'est important, il en faut notamment pour atteindre le 30%, mais elles vont être loin de chez les gens souvent puisqu'elles vont être situées en terre publique, et donc ça va créer du trafic et un encombrement du réseau parce que tout le monde va se retrouver dans quelques milieux. Donc la conservation volontaire vient permettre de créer plein de petits milieux qu'il va falloir faire aussi rayonner et connaître. Pour permettre aux gens d'aller à proximité de chez eux plutôt que de se rendre tous dans les grands centres les plus connus. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres mains levées. Alors peut-être avez-vous d'autres choses à ajouter essentielles sur les enjeux de la conservation, les enjeux aussi de ce document, hein, qui est un ouvrage d'une vingtaine de pages, mais qui est le premier ouvrage de vulgarisation sur la conservation volontaire en terre privée au Québec. Lise, nous avons une question de Mme Pilon-Tokara qui s'adresse à Mme Favorel. Oui, est-ce que tu peux la lire? Bien sûr. Donc, la question s'adresse à Mme Favorel. Vous avez dit que l'objectif provincial de 17 d'aires protégées a été atteint. À partir de quand cet objectif a-t-il été atteint? Première question. Et elle poursuit. En juin 2021, un article de la presse faisait mention que le chiffre réel était de l'ordre de 16,7 donc quelques micro-pourcentages. Le registre des aires protégées au Québec affiche d'ailleurs encore ce chiffre sur son site web. Est-ce que vous pourriez expliquer? Merci. Oui, merci pour la question. Effectivement, c'est un raccourci d'atteindre 17%. On est à 16,7%. Effectivement, il manque le 0,3%. D'ailleurs, je vous invite à aller voir des articles sur les projets oubliés. Il y a 83 projets qui ont été mis de côté par les gouvernements, tous au sud de la limite des forêts attribuables. Donc, on se doute qu'il y a des enjeux forestiers pour la reconnaissance de ces territoires. C'est des territoires en terre publique, par contre. Donc, c'est ça. Donc, s'il y avait la reconnaissance de tous ces territoires, je pense qu'on augmenterait de 1,2 le pourcentage protégé. Donc, on dépasserait le 17%, effectivement. Quant au 17%, quand est-ce qu'il a été atteint? En fait, au début de l'année 2020, mettons en janvier 2020, on était à 10,3% de protection du territoire. Et en décembre, le 17 décembre précisément, il y a eu toutes les annonces de protection donc de grands territoires pour se rendre à 16,7%. Donc, on a quand même pas doublé, mais en tout cas, on a fait un pas de géant pour ces objectifs. Donc, c'est quand même une très bonne chose. Là, à l'avenir, on sait que le prochain objectif va être de 30% du territoire d'ici 2030. L'enjeu, c'est qu'on ne veut pas voir débouler tout ça en 2029 non plus. Donc, on veut travailler de façon proactive et pour y aller de façon progressive pour protéger le territoire. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est de prendre des engagements, de protéger 22% en 2022, 25% en 2025 et donc de se rendre à 30% en 2030. On pense que ça lisserait l'effort sur la décennie également. Ça permettrait de faire des partenariats aussi, de mettre en place les projets progressivement et puis qu'il y ait moins de frustration peut-être quand il y a les désignations finales. Donc, c'est ça. Est-ce que ça répond à la question un peu?
si je peux compléter également, là, il y a plusieurs terrains qu'on peut voir tranquillement qui sont en train de, qui appartiennent aux gouvernements provinciaux et fédéraux. Et on se rappelle également que Justin Trudeau a établi comme priorité de conservation 30% au Canada. Donc, il y a beaucoup d'objectifs et je me rappelle également, donc, sur le sommet du Mont-Saint-Bruno, par exemple, il y a un énorme terrain qui appartient au ministère de la Défense nationale qui est dans le territoire de la Montérégie. Et ce sont tranquillement là, des terrains qui, nous l'espérons, seront cédés pour la conservation plutôt que pour les enjeux militaires. Il faut passer pour Mme Brière que la très grande majorité de ces 83 aires protégées non retenues par le gouvernement du Québec se trouvent justement au nord du Saint-Laurent, mais au sud du 49e parallèle. Donc, il y aurait une multiplication d'aires protégées si on les avait retenues. D'ailleurs, c'est ce qu'on espère que le gouvernement va faire d'ici 2030, c'est que ces sites-là soient retenus. Ça allégerait beaucoup le poids des randonneurs que vous devez supporter sur votre territoire. En ce moment, il y a 2 sites de ces 83-là où il y a eu un renversement de vapeur à cause de la mobilisation des citoyens. Il y a le site de Mashkiki en Outaouais, et il y a aussi le site de la rivière Péribonka. On ne sait pas encore comment est-ce que ça va se développer, mais pour l'instant, ils ont interrompu les coupes forestières. Alors, c'était 2 sites parmi les 83, là. Mais ce qu'on espère, c'est qu'on ne sera pas, que les citoyens ne seront pas obligés d'aller les chercher à l'arracher, chacun de ces sites-là. Mais j'encourage fortement les organismes ou les gens dans ces régions-là à rappeler à l'ordre de gouvernement pour que ces sites-là soient désignés à protéger. Ben, c'est ça, si je peux juste rajouter, excusez-moi Nadine, par rapport à la grande marche qu'il y a eu là, en fait, c'est essentiellement pour demander la protection de ces territoires-là. Puis effectivement, comme le dit Louise, c'est la mobilisation citoyenne en fait qui fait aboutir des projets bien généralement. Ce qui est intéressant avec ces projets, c'est qu'il y a eu quand même une concertation régionale. Ils sont déjà délimités, ils sont quand même très, très avancés dans le processus de désignation d'aires protégées. Donc, ouais, on attend juste le saut un petit peu gouvernemental, contrairement à d'autres projets qui sont peut-être plus au début du processus, mais ces projets-là sont mûrs, donc il n'y a pas de raison d'attendre la désignation plus que ça. Moi, si je peux ajouter à l'intervention de Mme Gratton, c'est que je reviens toujours à la base, on est un gouvernement de proximité, les élus municipaux, et malheureusement, s'il n'y a pas d'intervention de Québec pour mettre de la pression sur ces élus municipaux-là, quand on arrive avec des développements immobiliers, reste que c'est à la discrétion d'un conseil de ville de décider le pourcentage en fonds de parc et de le prendre soit en argent ou en terre. Et pour l'avoir vécu pendant les 12 dernières années, je peux vous garantir que c'est souvent l'argent que les conseils de ville vont prendre parce que malheureusement, la pression financière que les citoyens font aux élus municipaux et la méconnaissance des dossiers de l'importance de la protection de ces terres-là envers plusieurs élus fait en sorte que c'est l'argent qui va être priorisé au détriment de la nature, encore une fois. Donc, c'est un peu un cercle sans fin qu'on est en train de vivre au niveau du milieu municipal. Et on est en pleine campagne électorale actuellement. Je pense qu'on peut le voir dans les médias. Il y a très peu de discours sur la conservation dans les municipalités. On parle de créer des parcs familiaux, on parle de créer des plateformes pour faire du sport, du plein air. C'est vraiment intéressant là, de voir une campagne avec ces discours-là, mais avec un très grand manque de discours au niveau de la protection en ce moment de nos terres. C'est là-dessus que les enjeux se font. Et au niveau, je reviens à la base, on est un gouvernement de proximité, les MRC aussi. Si le discours ne se passe pas chez nous, il ne se passera pas plus à Québec parce qu'il n'y aura pas de pression à Québec là, par les élus. Donc, c'est
je veux pas démoraliser tout le monde ce matin, mais ça prend un mouvement citoyen. Encore une fois, on le voit par les organismes, ça prend cette position-là citoyenne envers les élus, ça prend de l'implication citoyenne. Madame Rochon à Piémont est un bon exemple. Elle s'est tannée de ne pas avoir d'avancement dans ses dossiers. Elle a pris le taureau par les cornes par se présenter en politique. J'ai fait la même chose il y a 12 ans et j'espère qu'il va y avoir des élus qui vont se présenter pour pouvoir faire changer des situations comme on vit dans les dernières années et pouvoir vraiment aller porter ce dossier-là plus haut à Québec puis au fédéral. Merci beaucoup, Nadine. Est-ce que d'autres... Ah, il y a une question. Jacques Legault, je vous cède la parole. Mais il faut activer le micro. Véronique, si tu peux. Voilà. Alors, mon commentaire s'adresse en fait à Mme Brière pour simplement lui mentionner que vous n'êtes pas du tout décourageante. Rassurez-vous, votre intervention aujourd'hui, je la trouve plutôt inspirante et motivante. Moi, je fais partie de l'Association de conservation du Mont-Éco à Sutton. Et de plus en plus, l'action des organismes de conservation pour trouver des terres protégées qui ont une signification et une importance dans une perspective de connectivité, c'est de plus en plus difficile. La progression qu'on peut noter et qui est très intéressante à partir des années 2000 où on voit une croissance significative, à moins que je me trompe, découle de projets d'envergure relativement importante. Par exemple, le projet de corridor appalachien, Khartoum-Timor, c'est des projets d'une dimension relativement importante. Et dans l'avenir, je pense que ça va être un travail assez minutieux de petite parcelle à petite parcelle dans des lieux stratégiques qui va être difficile. Et je soutiens aussi votre intervention à savoir que ce n'est pas seulement les élus municipaux qui doivent emporter le fardeau, mais c'est peut-être l'ensemble des citoyens et le gouvernement. Je pense que la démarche qui a été faite récemment dans le mémoire déposé à la SNUAT par Nature Québec et le RMN est très significatif à cet égard-là. Il y a un effort important qui doit être mis de ce côté-là. L'effort citoyen aussi pour la grande marche qui a été vraiment extraordinaire, je pense. C'est une initiative, c'est une alliance aussi entre les allochtones et les autochtones qui est très, très importante et significative. Mais ça va nous prendre, je pense, puis là, je transforme peut-être ça en question parce que c'est aussi un défi, instaurer des mécanismes qui vont permettre justement aux organismes de conservation de collaborer plus étroitement avec les municipalités, avec les principaux acteurs, avec les autres petits organismes pour faciliter ce travail-là, qui est à la fois un travail très, très communautaire, là, au ras des pâquerettes, si on peut dire, mais aussi un travail politique aussi important. Alors, il me semble y avoir un défi important et on est encore au début de la réflexion des moyens qui vont nous permettre de le relever. Alors, je transforme ça peut-être une question, c'est par quels moyens pourrons-nous mettre en place pour faciliter ce dialogue-là entre les différents acteurs pour pas que ça se retrouve strictement sur le dos de certains élus municipaux, mais que ça soit partagé par l'ensemble de la population. Là. C'est pas léger comme question. Non. Je pense que dans les défis que le monde de la conservation a, c'est vraiment de faire partie des priorités. C'est vraiment ça. On le voit beaucoup aujourd'hui, la stratégie nationale sur l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, c'est peut-être en fait un début de stratégie intéressant qui va permettre en fait une certaine concertation et en fait une volonté et de
cadrer la volonté d'action de la conservation du milieu naturel, tout en cadrant les autres priorités que les gouvernements locaux doivent gérer, comme le logement, par exemple. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça qui, grâce en fait à je vais dire la SNUAT, on la connaît, la Stratégie nationale sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire, va nous permettre en fait là, de pouvoir arrimer. Et on le voit au Rémen, ça peut être très difficile d'arrimer toutes ces priorités-là et que finalement, que les gouvernements provinciaux, fédéraux donnent la priorité à la conservation, tout en prenant en considération aussi les difficultés que le territoire régional a. Et je vois très bien, on a parlé, Nadine a beaucoup parlé de la MRC. Peut-être le rôle de la MRC est peut-être porté à changer ici. Là. En vrai, ça serait plusieurs éléments qui seraient intéressants. Et je vois également, là, à travers là, le poste stratégie nationale de l'aménagement du territoire, peut-être un commissaire qui va venir protéger les milieux naturels. On est peut-être rendu là. Peut-être qu'on est rendu à se dire que au Québec, on a créé la commission. On a créé la commission sur l'aménagement, la commission de la protection du territoire agricole. Peut-être qu'on est dû au Québec pour une commission de la protection des milieux naturels qui va venir cadrer le tout et venir guider le monde municipal parce que c'est vrai, là, le milieu municipal, là, il est pogné un peu tout seul là-dedans. Là, puis après ça, il peut être poursuivi pour l'expropriation déguisée, puis tout ça. C'est très difficile. Donc, venons supporter le milieu municipal et donnons-leur en fait les outils provinciaux pour qu'ils puissent agir. Et ça serait intéressant. Louise? Merci beaucoup, Sylvain. Ah, oui. Je pense que Louise, tu voulais réagir peut-être à propos du mémoire, mais vas-y, je t'en prie, je te donne la parole. En fait, il ne faut pas. Un des problèmes qu'on a, c'est que même au sein du gouvernement, les ministères travaillent en silo et ne sont pas capables de se parler puis d'arriver à des conclusions ou tirent chacun leur couverture de leur bord puis on arrive à rien. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut leur montrer un peu la voie, travailler, nous, les organismes de conservation, avec les municipalités, avec les autres joueurs du terrain là, pour leur dire de cesser de travailler en silo et de se parler entre eux pour se donner des objectifs qui sont cohérents et transmettre ces objectifs-là comme des orientations gouvernementales précises pour la protection du territoire dans, par exemple, les objectifs à atteindre et éventuellement une nouvelle loi sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire là, qui remplace celle qu'on a qui date de plus de 40 ans et dans lesquelles on donne des pouvoirs grandis dans ce sens-là aux municipalités. Oui, et moi, un dernier élément que j'ajouterais peut-être aussi, c'est que les citoyens, c'est pas assez connu, la conservation volontaire, même dans le milieu des gens sensibilisés à l'environnement, ils connaissent pas. On a quand même des citoyens qui veulent protéger, puis ils savent pas par où commencer, ils savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ils connaissent pas les outils. Donc, je pense que ce genre de document, peut-être, ça peut permettre à faire un peu rayonner davantage et connaître ce mouvement-là. Puis les gens peuvent aussi avoir une meilleure connaissance de leur capacité à agir. Je sais que dans les Laurentides, c'est un enjeu. Il y a Éco-Corridor Laurentien qui est là, il nous dit, mais nous, on n'a pas assez d'organismes sur le territoire. Des gens, ils nous appellent, ils veulent faire de la conservation, mais ils ont l'impression d'être tout seuls dans leur bout de territoire. Donc aussi, je pense que c'est important que les gens commencent d'augmenter la capacité des gens, quitte à former éventuellement des organismes ou d'autres mécanismes avec des alliances stratégiques avec des municipalités ou d'autres. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va s'adapter à chaque contexte. Il y a quand même de la créativité assez importante dans ce milieu-là. Donc, je pense que c'est important de le faire connaître, de le faire rayonner également. C'est pas juste les gouvernements qui ont juste le pouvoir d'agir en conservation. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Delphine. Puis effectivement, c'est un peu ça l'idée avec le portrait, c'est d'avoir un document de référence en fait qui va pouvoir être accessible à n'importe quelle personne qui est impliquée dans l'aménagement du territoire au Québec pour connaître en fait la conservation volontaire, parce que c'est vrai que c'est méconnu à travers la province, y compris, tu sais, on le voit quand on intervient dans les universités, des cours d'étudiants à la maîtrise en environnement, quelque chose dans cette branche-là, c'est très très méconnu comme outil par les personnes qui deviennent ensuite des acteurs de l'aménagement du territoire.
Et donc d'avoir ce portrait-là, ce document de référence qui peut être sur chaque étagère de municipalité, MRC, Creux, OBV, n'importe quel organisme qui est de près ou de loin impliqué dans l'aménagement du territoire, bah, ça va pouvoir leur rappeler, ah oui, il y a la conservation volontaire qui existe, je ne sais pas forcément ce que c'est, mais il y a des acteurs qui travaillent là-dedans, je vais pouvoir les contacter, puis les référer vers la bonne personne. Ah, il n'y a pas d'organisme dans ce secteur-là, bah, est-ce qu'on peut en monter un? Et comme je disais, c'est en train de se produire en ce moment au sud de Montréal. Fait que ça va être vraiment un document qui va permettre de rappeler un petit peu en fait à tous les acteurs que la conservation volontaire, ça existe, et puis que c'est un outil qui va être vraiment indispensable, là, que ce soit pour les municipalités ou la population, pour protéger le Québec, puis créer vraiment des milieux de conservation accessibles et de proximité, en fait, pour le bénéfice de tout le monde. Merci beaucoup, Brice. Je vois qu'on arrive à 11 h, donc la conférence de presse va prendre fin. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci vraiment à tous. Merci pour votre engagement sérieux et impliqué dans la conservation volontaire. Et puis, donc, signaler à tout le monde que le document est disponible en ligne sur le site Internet, donc rmnat.org, dans l'onglet Publications. Et on enverra donc un dossier de presse et des liens pour tous les intervenants et participants de cette conférence. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.